Texte 1. Coulée de boue. Les services des sapeurs-pompiers et des secours d'urgence étaient mobilisés tôt, mercredi, après qu'une coulée de boue eut lieu dans la nuit de mardi à mercredi, dans le lieu-dit Les Égravats, proche de la station de ski de Mont-d'Or, Puy-de-Dôme, a-t-on appris tôt mercredi auprès du centre opérationnel d'incendie et de secours du département. Aucune habitation ne semble avoir été touchée par cette coulée de boue, et le Codis du Puy-de-Dôme ne signalait dans l'immédiat ni dégâts matériels, ni victimes, ni disparus. Les opérations de reconnaissance se poursuivaient mercredi avant l'aube. Il s'agit d'un lieu-dit d'une trentaine de chalets, dont quelques-uns étaient à proximité de la coulée de boue. À notre connaissance, aucun chalet n'a été touché, a déclaré tôt mercredi le colonel Stéphane Savac, directeur des sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme. La coulée de boue a recouvert une portion de la route départementale D983, occasionnant des difficultés de circulation sur cette voie, seul accès au lieu-dit Les Égravats, a-t-il souligné. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers, 4 équipes cynophiles et une vingtaine de véhicules étaient mobilisés sur les lieux. Mais la situation est pour l'heure moins grave que ce que nous avons craint au début, a précisé le colonel Savac. Par ailleurs, 28 personnes qui se trouvaient dans des habitations à proximité ont été mises à l'abri, a-t-il ajouté. Ces personnes n'étaient pas directement menacées par cette coulée de boue, mais ne souhaitaient pas rentrer chez elles dans l'immédiat, a expliqué le colonel Savac. Texte 2. Terroriste. 2 membres présumés d'une cellule terroriste se sont fait exploser jeudi dans la ville sainte de la Mecque, en Arabie saoudite, pour éviter d'être arrêtés par les forces de sécurité, selon les autorités. Un 3e homme est mort dans un affrontement un peu plus tôt. En ce qui concerne les 2 premiers, il s'agirait de membres d'une cellule qui s'est accrochée avec la police lundi. Ce groupe est soupçonné d'avoir des liens avec Al-Qaïda et d'être impliqué dans les attentats suicides commis à Riyad, la capitale saoudienne, en mai. Une fusillade avait eu lieu jeudi matin entre des terroristes présumés et la police à Riyad. Un suspect avait été tué et 8 policiers blessés, selon le ministère de l'Intérieur. Un policier, qui a requis l'anonymat, a déclaré à l'agence Associated Press que plusieurs activistes avaient été arrêtés. Mais d'après un riverain, d'autres se sont enfuis en voiture. Environ 600 suspects ont été arrêtés et une dizaine d'autres tués depuis le début de la vague de répression lancée après les attentats suicides du 12 mai à Riyad, qui avaient tué 25 personnes, dont 9 terroristes. Texte 3. L'action du DAL. Plusieurs dizaines de mal logés et militants de droit au logement qui cherchaient à occuper l'hôtel Crillon, place de la Concorde à Paris, en ont été empêchés par les forces de l'ordre dimanche après-midi. Selon le DAL, les manifestants venaient demander au directeur de cet hôtel de luxe, situé à 2 pas de l'ambassade des États-Unis, de réserver chaque jour une chambre pour une famille à la rue à compter du 2 janvier. Ils ont été violemment repoussés par la police et 3 manifestants auraient été blessés. Selon la préfecture de police, les forces de l'ordre qui assurent la sécurité de l'ambassade des États-Unis et celle de l'hôtel, lieu de résidence de personnalités étrangères en visite à Paris, sont intervenus pour en dégager l'accès et maintenir un périmètre de sécurité autour des 2 bâtiments. Les manifestants emmenés par le DAL font partie des 500 familles mal logées pour lesquelles le ministre délégué à la ville, Jean-Louis Borloo, s'était engagé à trouver une solution le 22 octobre. Le ministre s'était engagé ce jour-là à reloger avant Noël 500 familles hébergées en Île-de-France en hôtel, centre d'urgence ou simple préau d'école, à l'issue d'une manifestation du DAL dans la cour de son ministère. Lundi, le ministère avait affirmé avoir relogé 31 familles et lancé le relogement de 115 autres. Le ministre doit recevoir le DAL début janvier pour faire le point sur tous les dossiers qui lui ont été remis par l'association et travailler sur une convention d'objectifs pour l'avenir. Texte 4. La tempête.
La violente tempête qui a soufflé dans la nuit de samedi à dimanche sur le nord-ouest de la France, avec des vents atteignant 130 km/h, a fait 1 mort aux Sables-d'Olonne, ainsi que 3 blessés au Mans, ne provoquant par ailleurs que des dégâts minimes. Un voilier britannique s'est échoué sur la plage de Paracou, près des Sables-d'Olonne, faisant 1 mort parmi ses 3 jeunes passagers, 2 Britanniques et 1 Néerlandais. L'un d'entre eux, un mineur, a pu être sauvé et se trouvait dimanche hospitalisé aux Sables-d'Olonne, où ses jours ne sont pas en danger. Les secours ont été déclenchés par les sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer, alertés par le CROSS qui avait repéré une fusée de détresse. Le voilier de 15 mètres, tout neuf, est parti du port des Sables-d'Olonne après minuit et s'est retrouvé sur la plage de Paracou après avoir dématé sous la force du vent qui soufflait à 130 km/h. Une enquête a été ouverte pour déterminer dans quelles circonstances les 3 jeunes ont embarqué sur le voilier. Ils voulaient peut-être essayer le matériel, supposait un fonctionnaire de la préfecture. Texte 5. La campagne électorale. Le PS a lancé samedi soir à La Rochelle sa campagne des régionales. Le premier secrétaire du parti était venu soutenir sa compagne Ségolène Royal, qui va tenter de conquérir la région Poitou-Charentes, fief du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, face à Élisabeth Morin. Le Parti socialiste proposera dans son programme pour les élections régionales la création d'emplois associatifs dans toutes les régions, explique François Rebsamen, directeur de campagne du PS, dans un entretien au Journal du Dimanche. La suppression des emplois jeunes a laissé les associations sportives, culturelles, totalement démunies, explique le maire de Dijon. Désireux d'améliorer concrètement la vie des Français, le PS proposera également la gratuité des livres scolaires dans les lycées, ainsi que la création d'un pass donnant accès à la culture, au sport et aux loisirs. Cette campagne se jouera sur notre capacité de mobilisation de l'électorat de gauche, des salariés et des milieux populaires, explique M. Rebsamen. Nous voulons surprendre, créer des événements. Le directeur de la campagne socialiste estime que le scrutin du 21 et 28 mars prochain est une occasion unique pour les Français de dire stop à la politique Raffarin, dure pour les pauvres, agréable aux plus riches. La droite a tous les pouvoirs institutionnels et politiques. Ce n'est pas sain, il faut un rééquilibrage des pouvoirs, estime-t-il. François Rebsamen lance par ailleurs un appel à la mobilisation aux électeurs de gauche afin d'éviter l'humiliation du 21 avril 2000. Texte 6. Manifestation contre la guerre. Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Hollywood dimanche pour protester contre l'occupation américaine en Irak. Des manifestations similaires se sont déroulées à San Francisco et Boston, au lendemain de celles organisées à Paris, Londres ou encore Athènes. À Los Angeles, environ 3000 personnes ont défilé, agitant des pancartes et scandant des slogans hostiles au président américain. George Bush, Oncle Sam, l'Irak sera votre Vietnam, chantaient ainsi les manifestants en descendant le célèbre Sunset Boulevard. D'autres slogans tels que « Destituez Bush » étaient également repris en chœur. Parmi la foule figuraient notamment d'anciens combattants et des parents avec des enfants en poussette. Le défilé s'est déroulé dans le calme et aucun blessé ni aucune arrestation n'ont été signalés. Lors d'un rassemblement suivant la manifestation, Denis Kucinich, candidat à l'investiture démocrate pour les présidentielles de 2004, a déclaré que les soldats américains déployés en Irak devaient être remplacés par une force internationale. L'ONU doit arriver et les États-Unis partir, a-t-il lancé. L'ancien combattant Ron Kovic, handicapé depuis la guerre du Vietnam et auteur du roman Né un 4 juillet, s'est lui aussi adressé à la foule, affirmant que le gouvernement qui m'a paralysé et mis dans ce fauteuil roulant tuait des Américains et des Irakiens. À San Francisco, environ 5000 personnes,
selon les organisateurs, ont manifesté dans le centre-ville. À Boston, quelques 150 personnes ont également défilé, notamment en faveur d'un retrait américain de l'Irak et de la cause palestinienne. Là aussi, il n'a été procédé à aucune arrestation. Texte 7. Contrefaçon. L'auteur français d'un livre pour enfants, Pierrot le poisson clown, Franck Le Calvez, assigne Disney pour contrefaçon concernant le personnage de Nemo, héros du dernier dessin animé distribué par Disney, a-t-on appris mercredi auprès de l'intéressé. Passionné d'aquariophilie, Franck Le Calvez a publié son livre fin 2002, mais a déposé le scénario dès 1995 auprès de la Société des auteurs compositeurs dramatiques et déposé la marque à l'Institut national de la protection industrielle. Il demande l'interdiction de la diffusion de certains des produits dérivés imitant la marque Pierrot, à savoir un poisson clown en 3D de 3/4, souriant, avec une nageoire levée, explique maître Pascal Camina, l'un des avocats de Franck Le Calvez. On y retrouve aussi les mêmes personnages secondaires avec un poisson chirurgien et une crevette nettoyeuse, ajoute-t-il, estimant que la similitude est suffisamment troublante pour qu'on demande des explications à Disney. Faute de réponse, une procédure judiciaire a été engagée. Franck Le Calvez, qui a financé lui-même l'édition de son livre, estime que de nombreux libraires ont refusé de prendre son livre à cause de Nemo et de tous les livres et produits dérivés également distribués par Disney. Seulement 600 des 2000 exemplaires de Pierrot ont été distribués, indique-t-il. Le Monde de Nemo, qui a réalisé le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation, a séduit plus de 2,1 millions de spectateurs pour sa première semaine d'exploitation en France fin novembre. Texte 8. Opération Antipub. Une quarantaine de personnes ayant participé vendredi soir à l'opération anti-publicité dans le métro parisien en maculant des affiches ont été interpellées pour vérification d'identité à la sortie d'une station, a-t-on appris de sources policières et auprès d'un organisateur. Les personnes concernées devraient être remises en liberté à l'issue de ce contrôle, a ajouté la source policière. Ces participants à l'opération anti-publicité ont été accueillis par les forces de l'ordre à la station Trinité dans le 9e arrondissement, qui ont emmené ceux qui avaient les mains maculées de peinture pour les contrôler, a-t-on poursuivi. Vendredi soir, plusieurs centaines de personnes qui se sont donné rendez-vous dans 7 sites parisiens, désignés auparavant sur Internet, ont participé à cette opération coup de poing, destinée à reconquérir l'espace public et dénoncer l'omniprésence de la publicité. Réparties en groupes d'environ 40, elles ont bombé les affiches publicitaires du métro de slogans du type « La pub tue » ou « La pub nuit à votre santé ». Texte 9. Sans-papiers. Romain Binazon, porte-parole de la Coordination nationale des sans-papiers, a été reconnu coupable mercredi de rébellion et provocation à la rébellion et condamné à une peine de 100 jours amende à 7 € par le tribunal correctionnel de Bobigny. Cette peine l'oblige à s'acquitter de la somme de 700 € dans 100 jours. S'il ne s'y pliait pas, il serait alors contraint d'effectuer 50 jours de prison. Une peine de 60 jours amende à 25 € avait été requise le 24 septembre dernier par le procureur. Romain Binazon avait été interpellé le 24 août à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, alors qu'il se trouvait à bord d'un avion de la compagnie Air France à destination de Cotonou. Le porte-parole des sans-papiers avait incité des passagers à s'opposer à la reconduite de 2 ressortissants congolais. Il avait par ailleurs manifesté une vive opposition lors de son interpellation. À l'audience, Romain Binazon avait nié les faits, expliquant avoir demandé calmement aux policiers d'ôter les menottes des 2 étrangers qui devaient être reconduits à la frontière. Une trentaine de sympathisants s'étaient rassemblés mercredi devant le tribunal dans l'attente de la décision.
Texte 10. Sida. La propagation du virus du sida se fait de plus en plus chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, fragilisant la population adolescente de la planète, avertit une agence des Nations Unies. D'après le rapport annuel de l'UNFPA, la moitié des nouveaux cas d'infection par le virus du sida dans le monde se produit chez les moins de 24 ans. Les jeunes vivant en Afrique subsaharienne sont les plus touchés. 8,6 millions vivent avec le VIH ou sida, dont un tiers de filles. En Asie du Sud-Est, plus d'1 million de jeunes est infecté, 62% de filles. Les chiffres augmentent rapidement en Inde et en Russie, souligne l'UNFPA. Le sida a par ailleurs déjà rendu 13 millions d'enfants de moins de 15 ans orphelins. Le manque d'information, le fait que le sexe soit considéré comme un tabou dans de nombreux pays, ou encore la pauvreté, favorisent cette épidémie chez les adolescents. Dans les familles pauvres, certaines filles se prostituent pour aider leur famille ou payer leurs études. La génération actuelle d'adolescents est la plus importante de l'histoire, avec 1,2 milliard d'individus, précise le rapport. La fragilisation de cette tranche de la population pourrait avoir de graves retombées sur le développement futur de la planète, en particulier des pays les plus touchés par le sida. Texte 11. Tragédie canine. La reine Élisabeth II d'Angleterre pleure l'un de ses corgis, tué par le bull terrier de sa fille la princesse Anne, rapporte le Sun mercredi. Selon le tabloïd britannique, Pharos a été blessé lundi au cours d'une bagarre avec Dottie dans la propriété royale de Sandringham. Le corgi a été soigné par les vétérinaires royaux pour des blessures aux pattes, mais a finalement dû être euthanasié. Le palais de Buckingham s'est refusé à tout commentaire. La reine Élisabeth est un amateur réputé des corgis et a eu jusqu'à plus de 30 de ces petits chiens utilisés autrefois pour la garde du bétail au Pays de Galles. Ce n'est pas la première fois que Dottie, le bull terrier de la princesse Anne, fait des siennes. En avril 2002, elle avait mordu 2 enfants âgés de 7 et 12 ans alors qu'ils se promenaient dans le parc du château de Windsor. La princesse Anne avait écopé d'une amende de 500 livres sterling, 710 €. C'était la première fois de l'histoire moderne du pays qu'un membre de la famille royale est condamné pour un délit. Après qu'un psychologue canin a déterminé que Dottie était une chienne tout à fait calme et joueuse, le juge avait épargné la bête, mais ordonné qu'elle suive un entraînement et qu'elle soit tenue en laisse en public pour le reste de ses jours. Texte 12. Jugement de l'auteur d'un accident. Un couple de Lorrains sera jugé prochainement à Nancy pour avoir laissé un ami prendre le volant alors qu'il était ivre et provoqué ensuite la mort de 4 autres personnes dans un accident, a-t-on appris lundi auprès de l'avocat du couple. Fin novembre, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a décidé de renvoyer le couple de Lorrains, âgé d'une 30aine d'années, devant le tribunal correctionnel de Nancy pour non-empêchement d'un crime ou délit contre l'intégrité corporelle. Dans la nuit du 22 au 23 février 2003, un jeune homme de 29 ans avait quitté le domicile du couple après une soirée arrosée en ville. Il avait emprunté à contresens l'autoroute A31 entre Metz et Nancy et percuté une voiture. 4 des occupants de celle-ci, un couple et 2 de leurs enfants, âgés d'1 an et demi et 3 ans, avaient été tués dans l'accident. Un 3e enfant de 6 ans avait été gravement blessé. Le jeune homme était lui aussi décédé dans l'accident. Une analyse toxicologique avait révélé un taux d'alcoolémie de 2,4 grammes par litre de sang chez l'automobiliste responsable de l'accident. Mes clients avaient fait tout ce qu'ils estimaient possible pour l'empêcher de prendre la route. Ils avaient fermé la porte, caché ses clés, mais il était très déterminé et il a commencé à s'énerver. Alors ils l'ont laissé partir, a expliqué l'avocat du couple, maître Bruno Zillig. La cour d'appel leur reproche de ne pas avoir appelé la police, a-t-il ajouté, doutant du fait qu'avoir appelé la police
aurait changé quelque chose. Texte 13. Un Français emprisonné. Un passager français d'un vol Saint-Domingue-New York est détenu par la police américaine depuis une semaine pour avoir dit en plaisantant à une hôtesse de l'air qu'il n'avait pas posé de bombe dans l'avion. Selon le quotidien régional La Provence, Franck Moulet, un résident de Château-Renard, âgé de 27 ans, a été écroué à sa descente d'avion à New York le 10 janvier dernier pour une blague. Revenant d'un séjour touristique de 3 semaines en République dominicaine, le jeune homme et sa compagne se trouvaient sur un vol de la compagnie American Airlines à destination de Paris, avec escale à New York. Durant ce vol, Franck Moulet, qui se sentait mal, a éveillé les soupçons d'une hôtesse de l'air en passant du temps aux toilettes, explique la mère du jeune homme, ajoutant que l'hôtesse n'a cessé de surveiller son fils durant la fin du vol. Alors, au moment où il allait quitter l'avion, il lui a lancé « Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas mis de bombe », poursuit la mère de Franck Moulet, qui a obtenu ces informations à la suite d'un coup de téléphone de son fils. Une plaisanterie lui a valu d'être arrêté à sa sortie d'avion en transit à New York, tandis que sa compagne était interrogée puis libérée. Depuis, le jeune homme se trouve en détention. Il a été présenté le 11 janvier à un juge de la cour criminelle du Queens, qui l'a inculpé pour fausse alerte. Il encourt jusqu'à 4 ans de prison. Sa comparution devant le tribunal est prévue le 26 janvier prochain. Texte 14. Un père qui proteste. David Chick, qui campait en haut d'une grue de Londres, à 37 mètres du sol, depuis 5 jours, pour attirer l'attention sur le droit des pères à voir leurs enfants, est redescendu, mercredi, sous les applaudissements d'une foule principalement masculine. Il a été interpellé par la police. Depuis vendredi, David Chick, 36 ans, avait revêtu les habits de l'homme araignée Spider-Man et s'était installé au sommet d'une grue près de Tower Bridge. Estimant qu'il représentait un danger pour la sécurité, la police avait fermé le pont, emprunté par de nombreux automobilistes, provoquant la colère des conducteurs. L'action de protestation en solo de David Chick a été soutenue par les Pères pour la Justice, un groupe qui a tenté d'attirer l'attention sur le droit des pères lors d'une série de manifestations hautes en couleurs. L'an dernier, 200 militants avaient ainsi revêtu les habits du Père Noël pour participer à un sit-in devant un bureau des services judiciaires. Et le mois dernier, 2 membres déguisés en Batman et Robin avaient escaladé le bâtiment de la Haute Cour de Londres. L'acte de David Chick illustre la colère et la souffrance des pères qui ont perdu tout contact avec leurs enfants après une rupture conjugale. Mais elle pourrait lui coûter cher. Selon la police, le protestataire pourrait avoir à payer 10 000 livres, 14 600 € par jour d'occupation de la grue. Texte 15. Une Française enlevée. Une Française de 25 ans, Stéphanie Minana, a été enlevée le 8 décembre au Venezuela par un groupe de ravisseurs réclamant 2 millions d'euros pour sa libération. La jeune femme pourrait être détenue par la guérilla colombienne. Depuis le 16 décembre, on n'a plus de nouvelles, plus rien, a expliqué dimanche Jean-Christophe Minana, un des frères de la jeune Française. Ma sœur est arrivée en voiture au pied de l'immeuble où habite mon frère, Jean-Michel, dans la soirée du 8 décembre. Au moment où elle arrivait au niveau de l'immeuble, l'attendait un groupe de 6 à 8 personnes armées qui avaient neutralisé le gardien qui avait été ligoté, menotté, bâillonné, a-t-il poursuivi. Quand ma sœur est arrivée, ils ont cassé la vitre de la voiture, ils lui ont mis un revolver sur la tempe et ils sont partis avec elle, a-t-il ajouté. Dans son édition de dimanche, le Parisien précise que la jeune femme a été enlevée à Valera, une ville de 400 000 habitants réputée dangereuse. Selon le journal, elle aurait pu être revendue comme otage à la guérilla colombienne, dont la zone d'influence est proche de la frontière avec le Venezuela. Stéphanie était arrivée, en juin, chez son frère Jean-Michel, un ingénieur des mines qui travaille depuis plusieurs années dans ce pays.
La jeune femme, enseignante, avait pris une année sabbatique pour vivre auprès de lui. Texte 16. L'affaire Parmalat. L'enquête pénale qui vise Callisto Tanzi, fondateur du groupe alimentaire italien Parmalat, touche également son frère et son fils. Les ex-directeurs financiers, des experts comptables qui auditaient les comptes et les responsables de certaines banques. En tout, une vingtaine de personnes sont visées, selon des sources judiciaires. Dimanche, Callisto Tanzi a été formellement arrêté sur le soupçon d'avoir manipulé le marché et falsifié l'audit des comptes de son entreprise. Plus tôt dans la journée, il a été interrogé pendant plus de 6h30 par 2 magistrats dans la prison de San Vittore, où il est en détention provisoire depuis son interpellation la veille dans une rue de Milan. Ils ont requis son arrestation formelle puisque la loi italienne limite la détention provisoire à 48 heures. Tanzi est soupçonné de fraude et de détournement de fonds pour des centaines de millions d'euros, mais aucune inculpation n'a encore été formellement prononcée. La santé présumée fragile de cet homme de 65 ans, qui fuit toute publicité, semble bonne, a dit Carlo Nozzerino, l'un des 2 magistrats chargés du dossier. Selon Fabio Belloni, l'avocat de Tanzi, c'est difficile pour lui, mais ils l'ont traité avec ménagement. Quant à Parmalat, 8e groupe industriel italien, il a été placé en redressement judiciaire samedi. La mesure concerne précisément Parmalat SPA, principale société d'exploitation du holding Parmalat Finanziaria. Texte 17. L'euro. Les cambistes profitaient lundi de la faiblesse des volumes sur le marché des changes pour donner un coup de massue supplémentaire au dollar, passé pour la première fois sous le seuil des 1,25 $ pour 1 euro, alors que l'or s'envolait vers des sommets. Dès les débuts de la séance londonienne, les intervenants, de retour d'un long week-end de 4 jours, ont pilonné le dollar. L'euro, principal bénéficiaire de cette offensive, a ainsi battu vers 10 heures GMT son précédent record de hausse face au billet vert, qui datait de mercredi, avant de franchir vers 12h30 GMT, pour la première fois, le seuil des 1,25 $. Dans l'après-midi, il oscillait autour de ce niveau. Les analystes sont unanimes. Les cambistes profitent de la faiblesse des volumes d'échange, en raison des fêtes de fin d'année, pour continuer de pousser le dollar à la baisse. La raison de fond pour ce nouvel accès de faiblesse de la devise américaine est toujours la même, le déficit colossal de la balance des comptes courants américains qui pèse sur le billet vert depuis plusieurs mois. Le déclin du dollar, qui dope les exportations américaines, reçoit l'approbation tacite des États-Unis. Autre raison saisie par les cambistes pour enfoncer le billet vert, des rumeurs persistantes qui prêtent au gouvernement chinois l'intention de modifier sa politique monétaire. Texte 18. L'OMC. Rien n'y aura fait, en dépit d'un conseil des ministres de la dernière chance, hier soir, pour tenter de trouver un accord entre pays riches et pauvres. La réunion de l'OMC sur la libéralisation des échanges commerciaux s'est soldée hier, en fin d'après-midi, à Cancun, par un échec. Un très hypothétique espoir de reprise demeurait encore dans la soirée, mais les délégations quittaient les unes après les autres la conférence ministérielle en proclamant l'échec de la conférence. Contre toute attente, c'est sur les 4 sujets dits de Singapour portant sur l'investissement, la concurrence, la transparence des marchés publics et la facilitation du commerce que les négociations ont finalement achoppé. Ce serait le refus des pays africains d'une part et de la Corée du Sud d'autre part d'accepter le lancement de la négociation sur ce thème qui aurait finalement convaincu la présidence mexicaine de mettre fin aux travaux. Les pays en développement
ont tenu leur promesse, faite dès le coup d'envoi de la conférence. S'ils n'étaient pas entendus de façon satisfaisante, sur l'agriculture notamment, ils quitteraient la table des négociations. Un tel échec reporte les échéances pour le programme du développement de Doha, qui devait s'achever en principe le 1er janvier 2005. Texte 19. La fusion des sociétés. Le numéro 2 mondial de l'édition musicale, Sony Music, et le numéro 5 BMG, filiale de l'allemand Bertelsmann, vont fusionner leurs activités, se rapprochant ainsi du numéro 1 mondial, Universal Music, a annoncé jeudi Bertelsmann. Les deux sociétés ont signé une lettre d'intention non contraignante en ce sens et chacun des deux groupes détiendra 50% de la nouvelle entité, baptisée Sony BMG, a précisé le groupe allemand dans un communiqué. BMG et Sony Music étaient en discussion depuis début septembre en vue de fusionner leurs activités. Selon la presse, les négociations se seraient intensifiées récemment afin de contrer un éventuel autre rapprochement dans le secteur, celui du britannique EMI et de l'américain Warner Music. Sony Music, qui dispose d'une part de marché de 14,1%, compte notamment dans son catalogue Céline Dion et Aerosmith, et BMG, dont la part de marché est de 11,1%, Britney Spears et Avril Lavigne. Texte 20. Les tarifs du TGV. Pour aider à financer de nouvelles lignes à grande vitesse, telles que celles desservant Strasbourg ou les projets Lyon-Turin, Nîmes-Figueras et Rhin-Rhône, le sénateur Bernard Joly propose, dans un rapport rendu public mardi, d'augmenter les tarifs du TGV. Le rapport remis au Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, propose d'investir, à partir de 2005, 1 milliard d'euros supplémentaires par an dans les infrastructures de transport ferroviaire françaises pour permettre de financer les travaux de plusieurs lignes à grande vitesse en même temps. Outre des engagements de long terme concernant le budget national, il suggère de multiplier les sources de financement alternatifs. Partenariat public-privé, financement européen, mais aussi un financement par le client sont proposés. Le rapport suggère ainsi de demander à la SNCF une étude technique détaillée concernant les possibilités d'augmentation et d'envisager une hausse de tarif de 2 € sur chaque billet de TGV qui pourrait contribuer à financer l'exploitation des lignes déficitaires. Parmi les projets de connexion internationale du réseau français, le rapport juge que la première priorité est la desserte de Strasbourg, achèvement dans les temps de la première phase du TGV Est et raccordement avec l'Allemagne. Les autres priorités pour la France sont les projets de lignes TGV et fret Lyon-Turin et Nîmes-Figueras et le TGV Rhin-Rhône, ajoute-t-il. Texte 21. Bulletin météorologique. Cet après-midi, quelques nuages bas près de la Manche. De la Vendée à la Bretagne et au Cotentin, le soleil devra composer avec des nuages bas. Les éclaircies, d'abord timides, s'élargiront rapidement au fil de l'après-midi. Sur le reste du pays, dans un ciel d'azur, le soleil régnera sans partage. Les températures seront encore élevées, avec des maximales de 23 à 26 près de la Manche, 27 à 31 degrés sur le reste du pays, avec quelques pointes à 32 degrés sur le sud-ouest. Demain vendredi, l'anticyclone persiste. Sous un ciel généralement dégagé, les températures, un peu fraîches le matin, redeviendront chaudes l'après-midi. Météo France prévoit des minimales de 10 à 12 degrés sur la façade est, 9 à 12 degrés de la Champagne-Ardenne au Massif central, 15 à 19 sur la Côte d'Azur et la Corse, 12 à 14 sur le reste du pays. Les maximales atteindront 26 à 31 degrés en général. De la Bretagne à la Normandie et au nord, le mercure sera quelque peu modulé par la présence de nuages bas, parfois denses. Cette grisaille donnera des brumes et des brouillards au lever du jour,
avant de se morceler en cours de matinée. Elle ne gênera quasiment plus le soleil, passé la mi-journée. De 12 à 14 degrés le matin, on atteindra 24 à 26 degrés l'après-midi. Texte 22. Éclipse totale de lune. Ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, soir de pleine lune, si votre regard s'attarde dans les cieux, vous pourrez bénéficier d'un spectacle exceptionnel. En effet, une éclipse totale de lune sera visible de l'Europe, de l'Afrique et de l'Est de l'Amérique. Cette deuxième éclipse de l'année aura comme particularité d'être courte, moins de 22 minutes, et d'être claire, la lune nous dévoilant son limbe sud, le bord extérieur du disque de l'astre. Ce phénomène, en général bisannuel, a lieu lorsque la lune passe dans le cône d'ombre de notre planète, c'est-à-dire lorsque le Soleil, la Terre et notre satellite naturel sont alignés et que notre planète se situe entre les deux. Selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, la France jouira d'une vue exceptionnelle sur le phénomène avec de très bonnes conditions météorologiques. La Lune rentrera dans la pénombre de notre planète samedi à 23h17 et dans l'ombre dimanche vers minuit et demi. C'est à 2h18 que l'éclipse de lune sera totale. Puis vers 4h, l'astre sortira de l'ombre de la Terre. Si vous désirez en savoir plus sur ce phénomène, plus de 130 observatoires seront ouverts au public, où il sera possible de profiter d'explications et d'animations permettant d'apprécier au mieux le spectacle. Texte 23. La vache folle. Le cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, détecté au Canada en mai dernier, constitue le premier cas nord-américain de vache folle. Les autorités canadiennes peuvent désormais l'affirmer en toute certitude. La vache malade, élevée dans un troupeau de l'Alberta, était née sur le sol canadien. Les analyses ADN ont finalement confirmé les premières hypothèses, a fait savoir l'Agence canadienne d'inspection des aliments. La vache de race Angus était originaire d'une ferme de la province de Saskatchewan, voisine de l'Alberta, a précisé la SIA. Les premières analyses réalisées au printemps n'avaient pas apporté de résultats totalement probants. Désormais, les deux géniteurs de la vache atteinte d'ESB ont été identifiés. D'après George Lutterbach, vétérinaire à l'ASIA, la bête était née avant que les États-Unis et le Canada interdisent les protéines animales dans l'alimentation du bétail en 1997. L'alimentation pourrait donc être la source de la contamination. En 1993, un cas d'ESB avait déjà été détecté dans l'Alberta, mais la vache avait été importée de Grande-Bretagne. Cette fois-ci, le cas est américain. Mort en janvier dans un état de santé peu reluisant, l'animal avait été retiré du circuit destiné à la consommation. Cependant, les tests de dépistage ont pris plusieurs mois, et ce n'est qu'en mai que le diagnostic d'ESB a été établi. De l'autre côté de l'océan Pacifique, le Japon enquête sur son 8e cas de vache folle. En 2001, l'archipel nippon a été le premier pays hors d'Europe à déclarer un cas local d'encéphalopathie spongiforme bovine. Texte 24. Les bébés siamois. La séparation des jeunes siamois égyptiens reliés par la tête s'est déroulée avec succès dimanche à Dallas. Une équipe de neurochirurgiens a terminé la séparation, a annoncé l'équipe médicale sur le site internet de l'hôpital. La prochaine étape est pour l'équipe de chirurgie plastique qui va commencer à reconstruire les crânes et recoudre, a-t-elle ajouté. Selon les médecins, l'opération pourrait se poursuivre jusqu'à lundi. L'intervention sur Ahmed et Mohamed Ibrahim, qui se déroule au centre médical de pédiatrie de Dallas, a démarré samedi vers 7 heures. Cependant, l'intervention neurochirurgicale, à proprement parler, a seulement débuté vers 15 heures, après de minutieuses préparations. Une quarantaine de chirurgiens, spécialistes et infirmières
participe à l'intervention qui se déroule sur une table d'opération spéciale, pivotante, et pouvant être divisée en deux, une fois les siamois séparés. Une fois l'intervention complètement terminée, les deux bambins seront maintenus pendant une semaine dans un coma artificiel pour éviter d'éventuelles complications. Leur convalescence devrait durer ensuite plusieurs mois et ils devront apprendre à fonctionner séparément. Quand ils se réveilleront au bout d'une semaine, s'ils agitent bras et jambes, je serai vraiment content, a déclaré l'un des neurochirurgiens, David Swift. Ahmed et Mohamed Ibrahim sont à Dallas depuis 16 mois et sont suivis par cette équipe de chirurgiens depuis plus d'un an, a précisé le quotidien Dallas Morning News. Les chirurgiens étaient devenus convaincus que les perspectives d'une séparation réussie l'emportaient sur les risques de perte progressive de certaines fonctions, au cas où ces siamois étaient restés soudés, avait expliqué le responsable de l'équipe médicale, le docteur James Thomas, lors d'une première conférence de presse. Texte 25. Le vaccin du SRAS. 2 ans. C'est le temps qu'il faudra pour mettre au point un vaccin pour lutter contre le syndrome respiratoire aigu sévère, a annoncé hier Lee Jong-wook, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. L'hiver dernier, le coronavirus, à l'origine du SRAS, a touché plus de 8000 personnes, dont 700 ont succombé à la pneumopathie atypique. Les experts s'inquiètent d'une possible résurgence cet hiver de ce virus. Lee Jong-wook explique dans son communiqué qu'au mieux, les tests cliniques du vaccin pourraient débuter en janvier. Si on observe une résurgence rapide du SRAS, permettant une accélération du processus de fabrication qui favoriserait des débouchés, le vaccin pourrait être commercialisé d'ici 2 ans. Dans le cas contraire, le traitement ne pourrait voir le jour que d'ici 5 ans. Dans l'attente du vaccin, il est important de prendre des mesures sanitaires simples pour éviter la contamination. Surveillance, diagnostic précoce et lutte contre les maladies nosocomiales. Texte 26. Cours à la mode. Ça se passe tous les vendredis soirs jusqu'en mai. Ces jours-là, de 18h30 à 19h30, l'école du Louvre organise des conférences gratuites et ouvertes à tous sur le thème « À Paris, la mode est capitale ». C'est au carrousel du Louvre, à 2 pas de la zone réservée au défilé. On arrive une bonne demi-heure avant, car les Parisiennes, qui aiment entendre parler chiffon, sont nombreuses à se presser pour entrer dans l'amphithéâtre Rohan où se déroulent les cours, 600 places pourtant. Ce soir, c'est la haute couture, apogée de la mode parisienne, qui nous est contée. Derrière nos petits pupitres, on écoute attentivement Catherine Join-Dieterle, la directrice de Galliera, le musée de la mode de Paris. Ma voisine de banc est attachée de presse et vient là pour sa culture personnelle. À ses côtés, une jeune étudiante, en mode. Les cours sont clairs, illustrés par des diapos et l'assistance studieuse. Worth, Poiret, Jeanne Lanvin, Christian Dior, notre conférencière épelle les noms pour ceux qui prennent des notes. En 1 heure, et sans s'ennuyer, on fait le tour de la question de façon agréable et on se prend de sympathie pour le travail des petites mains de la haute couture. À lire le programme à venir, Jean-Paul Gaultier, la boutique Maria Luisa, la maison Christian Dior, La Croix, on se dit qu'on pourrait bien renouveler l'expérience un autre vendredi soir. D'ailleurs, dans l'assistance, il y a pas mal d'habitués, celles qui n'ont pas raté un seul cours et celles qui replongent même d'une année sur l'autre. Texte 27. La vente aux enchères. La vente aux enchères d'objets personnels de Johnny Hallyday, organisée samedi après-midi à l'hôtel Dassault Arcurial à Paris, a rapporté 36 336 €. Comme l'on pouvait s'y attendre, plus d'une centaine de fans ont fait le déplacement pour tenter d'enrichir leur collection personnelle.
Lors de cette vente, menée au pas de charge par maître Rémy Le Fur, 96% des 134 lots ont finalement trouvé preneur avec quelques succès, comme le disque d'or de septembre 1979, Olympia 1962-1964, adjugé 4 212 €, ou un autre disque d'or de 1976, Hallyday Story 1967-1973, parti à 3 851 €. Fan, mais aussi auteur d'ouvrages sur l'idole des jeunes, le biographe Rémy Bouet s'est dit ravi d'avoir pu acquérir une collection de 92 pochettes de 45 tours encadrées pour 3 369 €, car entre Johnny et moi, c'est à la vie, à la mort. Autre heureux, Philippe Yanez, venu de Châtenay-Malabry, qui a emporté les enchères concernant la première guitare de Johnny de marque Hofner pour 541 €. J'y tenais plus que tout. Elle n'est pas en bon état, mais elle a pour moi valeur de relique. Je l'accrocherai au mur dès que j'arrive à la maison, a déclaré l'admirateur qui était prêt à faire monter les enchères jusqu'à 2 000 € pour ce collector. Quant à l'instigatrice de cette vente, la cousine du chanteur Desta Hallyday, elle a confié que c'est contrainte et forcée qu'elle a dû se séparer de tous ses objets. Imaginez le choc que j'ai reçu le jour de Noël quand est arrivé un fax chez mon avocat m'indiquant que Johnny me sucrait la pension alimentaire de 1 524 € qu'il me versait mensuellement. Texte 28. Le Queen Mary II. 4 jours après avoir quitté les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, le Queen Mary II, le plus grand paquebot du monde, est arrivé vendredi à Southampton, son port d'attache, sur la côte sud de l'Angleterre, où étaient venus l'accueillir des centaines de curieux ainsi que plusieurs bateaux. L'accueil réservé à ce géant des mers a cependant été marqué par le souvenir de la mort de 15 personnes dans la chute accidentelle d'une passerelle d'accès au paquebot à Saint-Nazaire voilà plus d'1 mois, selon la compagnie transatlantique britannique Cunard Line, qui a officiellement pris possession du bateau lundi pour un montant de 870 millions d'euros. La reine d'Angleterre, Élisabeth II, doit officiellement baptiser le paquebot de tous les superlatifs le 8 janvier lors d'une cérémonie. Le voyage inaugural du Queen Mary II débutera le 12 janvier par une croisière de 14 jours à destination de Fort Lauderdale, en Floride, via la Barbade. Selon la Cunard, ce voyage affiche complet depuis 1 an. Le tarif de base pour cette croisière est de 3 159 € par personne pour une cabine double. Le grand duplex de 209 mètres carrés, avec vue sur la mer à l'avant du paquebot, est accessible pour 41 249 € par personne. D'une longueur de 345 mètres et aussi haut qu'un immeuble de 23 étages, le Queen Mary II, dont la construction a nécessité moins de 2 ans de travaux, peut accueillir 2620 passagers dans 1310 cabines, dont des duplex de 209 mètres carrés avec vue sur la mer à l'avant du bateau. Le bateau compte aussi 5 piscines, une vingtaine de restaurants, bars, clubs, salles de fête, un théâtre de 1094 places, un jardin d'hiver, un cinéma de plein air ou encore un centre de thalassothérapie. Texte 29. Le salon. Vendredi 26 septembre s'ouvre à Paris le Mondial du 2 roues. Quelques 400 000 visiteurs sont attendus pour cet événement qui se tiendra jusqu'au 5 octobre, porte de Versailles à Paris. Près de 1000 marques de 33 pays présenteront leurs nouveautés sur 80 000 m² d'exposition. 2 entités spécialisées se côtoieront. Le Salon international du cycle, ouvert jusqu'au 29 septembre, et le Salon international de la moto jusqu'au 5 octobre. Le billet d'entrée donnera accès aux 2 salons. Le prix d'entrée est de 10 € avec un demi-tarif pour les 10-16 ans. L'accès est gratuit pour les moins de 10 ans. L'entrée sera gratuite le dimanche 28 septembre pour les visiteurs qui se rendront à vélo au salon.
des pistes d'essai et d'animation, des démonstrations de trial et VTT et des expositions sont proposées aux visiteurs. La mythique marque américaine Harley-Davidson, qui fête ses 100 ans, exposera une trentaine de modèles, dont la Number One, l'une des toutes premières motos construites en 1903, et les WLA 750 qui ont débarqué en 1944 sur les plages de Normandie. Une exposition du sculpteur Armand, intitulée Les cycles de vie, réunira une vingtaine d'œuvres dans lesquelles s'imbriquent des vélos découpés, éclatés et peints. La précédente édition, en 2001, avait accueilli 400 495 visiteurs. Texte 30, Tintin. À la veille du jour des 75 ans de Tintin, Casterman réédite vendredi le mythique et inachevé Tintin et l'Alphare, une histoire de faussaire dans les milieux artistiques que son auteur, Hergé, n'a pas eu le temps de finir avant sa mort. En avant, l'heure a sonné de vous transformer en César. Sur la dernière vignette de la BD, resté à l'état d'esquisse, un garde menace Tintin d'une arme dans le dos en le condamnant à mort. Personne au monde ne sait comment le jeune reporter aurait sauvé sa peau. L'histoire s'est arrêtée avec son auteur. La première édition de Tintin et l'Alphare, publiée en 1986, 3 ans après la mort d'Hergé, a été vendue à 60 000 exemplaires. La nouvelle édition, tirée d'emblée à 500 000 exemplaires, est très différente. Beaucoup moins épaisse, elle respecte le format d'un Tintin classique. 62 pages à 8,95 €. Contrairement à la première, où les planches crayonnées et le texte du récit étaient dans des livrets séparés, elle permet une lecture plus aisée, donnant la priorité au scénario. Les esquisses sont souvent en format réduit, avec quelques croquis en gros plans, reproduits ici et là. Texte 31. Roman de rentrée préféré. Les âmes grises de Philippe Claudel est le roman de rentrée préféré des libraires, selon une enquête parue cette semaine dans la revue professionnelle Livre Hebdo. Il devance Dans la guerre d'Alice Ferney, Radeau d'Antoine Choplin, Un garçon d'Italie de Philippe Besson et Colonie de Frédéric Clémenceau. Les romans de Claudel, Ferney et Choplin se déroulent sur fond de guerre. 14-18 pour les deux premiers, 1940 pour le troisième. Parmi les étrangers, La douleur de Manfred de Robert McLiam Wilson l'emporte devant Cosmopolis de Don DeLillo et La porte de Magda Szabo. Ce classement a été réalisé à partir d'une enquête téléphonique menée du 15 septembre au 15 octobre auprès de 42 libraires à qui Livre Hebdo a demandé de désigner les romans français et étrangers préférés. Sur une production toujours en inflation, les libraires ont plutôt resserré leur choix, puisqu'ils citent 96 romans sur un total de 691, contre 135 l'an passé sur une production de 663, écrit Livre Hebdo. Texte 32, Keiko. Keiko, l'orque vedette du film Sauver Willy, morte le 12 décembre des suites d'une pneumonie, aura pour mémorial un tas de pierres érigées par des enfants, selon le maire de la commune où était enterré l'animal. Nous avons invité tous les jeunes de la commune de Alza à apporter leurs pierres pour commémorer la mort de Keiko, a déclaré à la télévision TV2 Margaret Sitter, maire de cette municipalité de l'ouest de la Norvège où l'épolard avait trouvé refuge. Les enfants et les adultes pourront venir apporter leurs pierres afin qu'il y ait un amas de pierres. Mais nous commençons avec les enfants des écoles du village avec une cérémonie le 8 janvier, a-t-elle ajouté. Nous pensons que ce serait une erreur d'ériger un grand mémorial ou une pierre tombale sur le lieu où Keiko a été enterrée. Ce n'est pas un homme qui repose ici, mais un animal. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait faire quelque chose de plus réaliste, sans coût ni pompe excessif, a expliqué le maire. Par égard pour son statut de star,
Keiko avait eu droit à une sépulture terrestre en dérogation à la règle qui veut que les mammifères marins reposent en mer. Capturé en 1979 au large de l'Islande, à l'âge estimé de 2 ans, Keiko avait passé le plus clair de son existence dans des parcs d'attractions maritimes avant de devenir une vedette hollywoodienne en faisant son apparition en 1993 dans Sauver Willy. Ce film relatait l'histoire d'un petit garçon qui essaie de rendre sa liberté à une orque captive. Relâché après une massive campagne internationale, Keiko n'a jamais réussi à retourner à l'état sauvage, en dépit d'un long et coûteux programme de réhabilitation conduit par la fondation Sauver Willy. Il avait élu domicile dans le fjord de Halsa, faisant de la région un lieu de pèlerinage pour de nombreux fans, et y est mort subitement le 12 décembre à l'âge de 27 ans. Texte 33. Un match de football. L'équipe de France féminine de football a battu mercredi soir à Washington la Corée du Sud à 1-0 et conserve ainsi toutes ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Dès le début du match, les Françaises s'imposaient dans les duels et montraient leur volonté d'aller de l'avant, sans toutefois se créer de véritables occasions. À la 8e minute, c'est pourtant la star coréenne Park Eun-sil qui était toute proche d'ouvrir la marque, mais sa tête rasait le montant des buts français. Peu après, une relance contrée de la gardienne Céline Marty offrait une nouvelle situation chaude. Les Françaises semblaient contractées. En première mi-temps, aucune des deux équipes n'arrivait cependant à prendre le dessus. La France se montrait trop maladroite dans la construction pour inquiéter les Coréennes. Il fallait attendre la 41e minute pour voir un joli tir de Sandrine Soubeyran depuis les 20 mètres, inquiéter un peu la gardienne Kim Jung-mi. La mi-temps était atteinte sur le score logique de 0-0. Peu après la reprise, Marinette Pichon ratait coup sur coup 3 occasions très franches. Elle perdait d'abord son duel face à la gardienne coréenne, puis expédiait une reprise de volée dans les nuages, avant de mettre à côté une nouvelle reprise alors qu'elle était idéalement placée. À la 52e, Céline Marty sauvait les Bleus à 2 reprises, avec une claquette magistrale sur une tête de Park Eun-sil, puis un duel gagné face à Lee Ji-eun. Et à la 84e minute, Marinette Pichon délivrait enfin les tricolores d'un tir aux 6 mètres consécutif à un coup franc indirect. Les Bleus disputeront samedi un match décisif face aux Brésiliennes, leader surprise du groupe B, pour décrocher au moins une 2e place, synonyme de qualification. Texte 34. Champion des champions. Le sextuple champion du monde de Formule 1, l'Allemand Michael Schumacher, a été désigné lundi champion des champions monde pour l'année 2003 par la rédaction du quotidien sportif français L'Équipe. Le pilote de l'écurie italienne Ferrari est le premier à être distingué par ce trophée pour la 3e fois de suite. Avec 496 points, il devance largement au classement le coureur cycliste américain Lance Armstrong, vainqueur du Tour de France pour la 5e fois d'affilée, 267 points, et le nageur russe Alexandre Popov, triple champion du monde de natation durant l'été à Barcelone, 261 points. Michael Schumacher est le 2e pilote de F1 à remporter le trophée créé par l'équipe en 1980, après le Brésilien Ayrton Senna. Une seule femme apparaît cette année dans le top 10 mondial, au 6e rang, la nouvelle numéro 1 du tennis, Justine Henin. Il y a une semaine, le quotidien sportif avait distingué le basketteur Tony Parker pour la couronne 2003 de champion des champions français. Texte 35. Géant du cirque. André Grus, le père d'Alexis Grus, qui a été l'un des derniers augustes de répertoire sous les traits du clown Dédé, est mort samedi à l'âge de 84 ans à Paris,
a annoncé dimanche le cirque national Alexis Grus. Né en 1919, André Grus avait débuté en piste comme Auguste de reprise. Il était également acrobate, cascadeur excentrique, écuyer et pratiquait la voltige équestre en famille. Avec son frère Alexis Grus senior, il avait fondé et dirigé de grands cirques comme le Radio Circus, le Grand Cirque de France, Medrano Voyageurs, avant d'épauler son fils à la direction du cirque national Alexis Grus. Dans l'art clownesque, André Grus était l'Auguste Dédé, chemise blanche, chapeau melon, nez rouge, yeux et lèvres inférieures soulignées de blanc. Il se produisait avec des partenaires comme Rome, Alex, Pipo et son fils Alexis, avec qui il faisait encore équipe en piste il y a moins de 10 ans. André Grus s'est éteint dans sa caravane, non loin du chapiteau, au bois de Boulogne, pelouse de Saint-Cloud, où le cirque propose actuellement un spectacle, le 30e du cirque à l'ancienne Grus. Malgré son décès, le spectacle continue, ont précisé les proches de la famille. La dynastie Grus a célébré cette saison ses 150 ans d'alliance avec le cirque et les 30 ans du cirque à l'ancienne, créé par Alexis Grus, 60 ans, et chef de famille actuel. C'est ce dernier qui avait réorienté il y a 30 ans sa troupe essentiellement familiale vers la tradition équestre. Texte 36. L'inventeur des Chupa Chups. Le papa des Chupa Chups est mort. Enric Berna Fondladoza, l'Espagnol qui avait lancé à la fin des années 50 ces sucettes rondes aux bâtons de plastique célèbres dans le monde entier, est décédé le 27 décembre à son domicile de Barcelone, selon Miguel Otero, porte-parole de la compagnie Chupa Chups. La Chupa Chups, qui tire son nom du verbe espagnol chupar, sucer ou lécher une sucette, avait été mis en vente pour la première fois en 1958 avec un logo dessiné par le peintre Salvador Dalí, ami de Berna. En 5 ans, les sucettes avaient conquis 300 000 points de vente en Espagne. L'entreprise avait innové en donnant pour consigne de placer les sucettes près des caisses. Issu d'une famille de confiseurs, Berna, qui avait repris une fabrique en difficulté, avait voulu imaginer des bonbons vraiment adaptés aux enfants, qui puissent tenir dans leur bouche et ne pas salir leurs mains. Dans les années 80, les Chupa Chups partirent à la conquête du monde. Aujourd'hui, 90% des ventes se font à l'étranger. L'entreprise fabrique 4 milliards de sucettes par an et propose plus de 50 parfums ajustés au goût de 170 pays. La compagnie possède des usines dans 5 pays et emploie environ 1700 personnes. Texte 37. Prix Nobel. Le prix Nobel de physique 2003 récompense 3 chercheurs pour leurs travaux pionniers dans le domaine théorique des supraconducteurs et des superfluides, a annoncé aujourd'hui l'Académie royale des sciences de Suède. Le prix est remis collectivement à l'Américain Alexei Abrikosov, au Russe Vitaly Ginzburg et à l'Américain Anthony Leggett. Les matériaux supraconducteurs ont la faculté de laisser passer le courant électrique sans opposer de résistance. L'étude des premiers supraconducteurs a été récompensée par un prix Nobel en 1972, Bording, Cooper et Schrieffer. Vitaly Ginzburg, chercheur russe de 87 ans, et Alexei Abrikosov, 75 ans, né en Russie et citoyen américain, ont tous les deux contribué à expliquer le phénomène de la supraconductivité en présence de champs magnétiques puissants. Anthony Leggett, âgé de 65 ans, né à Londres et devenu citoyen américain, a travaillé sur les liquides superfluides qui s'écoulent sans viscosité. Leggett est parvenu à expliquer dans les années 70 la superfluidité de l'hélium liquide. Ces états surprenants de la matière, supraconductivité des métaux ou superfluidité des liquides, sont tous les deux des phénomènes quantiques visibles. Un fait inhabituel pour cette physique de l'échelle atomique.
Texte 38. Lancement du satellite. En fin de journée, le premier satellite sino-européen, Double Star, devrait être lancé par une fusée de type Longue Marche 2C depuis le pas de tir de la base de Xichang. Il aura pour mission d'explorer la magnétosphère terrestre. Située au-delà de l'ionosphère, dernière couche atmosphérique, la magnétosphère est la zone qui entoure les planètes magnétisées. Elle est plongée dans le vent solaire et déformée par celui-ci. Sa forme est très allongée, comprimée du côté du Soleil, côté jour, étirée du côté opposé, côté nuit. La queue de la magnétosphère peut être à l'origine de violents mouvements de particules à haute énergie qui, lorsqu'elles atteignent la Terre, peuvent entraîner des coupures de courant, voire endommager des satellites. En partenariat avec l'administration nationale chinoise de l'espace, l'Agence spatiale européenne vient de lancer la première mission qui s'inscrit dans le continuum de cluster, dont le but est d'analyser les effets du Soleil sur l'environnement terrestre. À l'aide des 2 satellites, l'ESA et la CNSA espèrent obtenir le maximum de données sur le champ magnétique terrestre et ainsi mieux comprendre comment ce dernier évolue. Texte 39. Le premier taïkonaute en orbite. Le premier astronaute chinois, ou taïkonaute, est dans l'espace. La Chine a réussi son pari en envoyant Yang Liwei en orbite à bord du vaisseau divin Shenzhou 5. La fusée Longue Marche, emportant la capsule et son passager, a décollé de la base de lancement de Jiuquan à 9h heure locale, soit 1h GMT, 3h du matin à Paris. Une dizaine de minutes après le décollage, la fusée s'est mise en orbite. L'identité du premier Chinois à voler dans l'espace a alors été officiellement confirmée. Il s'agissait bien du pilote de 38 ans, Yang Liwei, comme l'avait affirmé hier un quotidien de Hong Kong. Après environ une demi-heure de vol, le nouveau héros chinois a déclaré qu'il se sentait bien. Il doit revenir sur Terre après 21 heures en orbite, le temps d'effectuer 14 fois le tour de la Grande Bleue. La Chine est le 3e pays, 40 ans après l'URSS et les États-Unis, à envoyer un homme dans l'espace. C'est l'aboutissement d'un projet qui a vu le jour sous le président Mao et qui a été relancé au début des années 90. Alors que l'Europe emprunte les navettes américaines et les Soyouz russes pour convoyer ses spationautes, alors que l'Amérique s'interroge sur l'utilité des vols habités, après la catastrophe de Columbia, la Chine fait la démonstration de ses capacités techniques aérospatiales et, indirectement, militaires. Texte 40. Centrale nucléaire. Pour la première fois depuis 6 ans, la Chine va construire 4 nouvelles centrales nucléaires à partir de 2005, pour lesquelles elle va lancer des appels d'offres internationaux, a rapporté mercredi le quotidien gouvernemental anglophone China Daily. Électricité de France et Framatome ANP sont sur les rangs aux côtés de l'américain Westinghouse et du japonais Mitsubishi, écrit le journal dans son édition du 24 décembre. L'énergie nucléaire ne compte actuellement que pour 1,3% dans la production totale d'électricité en Chine. Pékin veut quadrupler cette part d'ici à 2020. Le PDG d'EDF, François Roussely, avait indiqué au début du mois attendre avec intérêt les choix de la Chine. EDF et Framatome ont déjà participé à la construction de 2 centrales nucléaires à Daya Bay et Linggao dans la province méridionale du Guangdong. La China National Nuclear Corporation et le Guangdong Nuclear Power Group ont soumis en décembre leurs projets qui doivent encore recevoir l'approbation finale du gouvernement chinois, selon le directeur général de CNNC. Les 4 nouvelles centrales à eau pressurisée, d'une puissance de 1000 MW chacune, doivent être construites pour 2 d'entre elles à Sanmen, dans la province du Zhejiang, et pour 2 autres à Lingdong, dans le Guangdong.
La CNNC emploie actuellement 3 équipes de chercheurs qui travaillent sur les plans des nouvelles centrales. Nous espérons avoir fini les plans l'année prochaine, a déclaré le directeur général au China Daily.